Puis ça pourrait créer un cadre plus sécuritaire pour l'enfant qui ferait que, tu sais, on a une notion plus claire de comment on veut utiliser le RDP en gardant toujours en tête la racine du mot discipline. Puis souvenez-vous, vous êtes les modèles. Ça veut dire que la façon que vous allez modeler auprès de l'enfant, votre façon d'intervenir avec le RDP, ce que vous allez vouloir lui apprendre de ça, ultimement, au-delà du contenu, ce qu'il va retenir, c'est comment vous avez modelé votre façon d'intervenir auprès de lui de façon positive. L'RDP, c'est un outil, mais en quelque part, peu importe l'outil qu'on utilise au plan du comportement, la chose la plus importante, c'est qu'il faut d'abord avoir un lien, une connexion avec l'enfant. Que ce soit un RDP ou n'importe quelle intervention au plan du comportement, si ce n'est pas ancré dans le cadre d'un lien significatif, d'une connexion, d'un attachement avec l'enfant, ça n'a pas de sens. Ces interventions-là vont prendre un sens aux yeux de l'enfant dans la mesure où il y a une connexion. Et c'est là que l'intervention de l'enseignant aura un sens, que ce soit au niveau que l'enfant s'ouvre à l'apprentissage, que ce soit qu'il s'efforce de travailler à s'auto-réguler, tout ça va se passer dans le contexte d'une connexion. Sinon, honnêtement, je pense qu'on perd un peu notre temps. En fait, pour un enfant psychologiquement, ça va être plus important pour lui de sentir qu'il est capable d'aller chercher le regard positif de son enseignant en travaillant à modifier sa façon d'être que d'avoir une récompense, comme c'est là. Ça pourrait être de s'informer sur ce qu'a l'élève, d'aller chercher des connaissances sur ce qu'a l'élève. Souvent, un élève qui est problématique ou qui a des comportements inappropriés, il réagit pour certaines raisons. Fait que ce serait peut-être d'aller chercher justement, s'il y a un TDAH, d'aller voir c'est quoi le TDAH. Est-ce que je le comprends comme prof, c'est quoi le TDAH? S'il fait de l'anxiété, qu'est-ce que je peux faire pour l'aider? Oui, les solutions sont faciles à mettre en place, mais qu'est-ce que je connais, moi, comme prof là-dedans, mis à part la matière et tout ça? Des fois, il faut faire un petit plus pour pouvoir prendre ce recul-là puis pour pouvoir aider l'élève le mieux possible. Justement, réveiller des choses où on réalise qu'on n'est peut-être pas équipé, c'est de travailler en équipe. Donc, il y a toujours moyen d'aller chercher de l'appui, soit de la travailleuse sociale, TES, de la direction, mais de ne pas rester avec cette difficulté-là dans la classe parce que ça peut être nourri, ça peut être augmenté, ça peut, à un moment donné, ça fait des mois qu'on endure l'élève dans la classe puis on n'en a jamais parlé. C'est vraiment d'utiliser les ressources de l'école et il y en a. Et puis de faire vraiment équipe avec les gens qui sont autour. L'enseignant n'est pas tout seul dans la classe avec son élève, il y a des gens autour qui peuvent l'aider. Puis de ne pas penser qu'on est surhumain. Des fois, c'est vrai que ça vient nous toucher, puis des fois, c'est vrai que on les a pas les réponses comme prof, mais moi, j'encourage toujours de foncer, puis d'en discuter, puis de parler aux bonnes personnes, la direction, d'en parler. Puis on les a, les ressources, c'est vraiment de sortir ça pour aider l'élève le plus possible. Le travail de l'équipe BES au conseil est vraiment d'appuyer les écoles, d'appuyer l'équipe école à identifier quelles sont les initiatives et où mettre les efforts pour être capable d'appuyer les élèves à atteindre leur plein potentiel. Par exemple, quand on parle d'écart de conduite, c'est important de connaître nos élèves et de savoir d'où vient cet écart de conduite-là. Afin de créer un climat scolaire qui est bienveillant, sécuritaire et inclusif, on invite les enseignants à aller mettre de l'énergie dans le lien d'attachement. En fait, un bon exercice à faire est de regarder sa salle de classe et d'aller identifier quels sont les élèves avec qui on a des liens, quels sont les élèves avec qui on en a moins. Un bon outil qu'on peut utiliser pour faire ça est aussi le RDP. Quand on a une collecte de données, on regarde où sont les écarts de conduite, qui en a le plus, qui en a le moins et dans quelle situation ça se produit. Et ensuite, on peut identifier les interventions à utiliser pour aider ces élèves-là. En créant le lien, on sécurise l'élève et on sécurise aussi nos interventions. L'élève a besoin de savoir qu'on est là pour lui et qu'on sera là peu importe ce qu'il arrivera. Donc quand on fait une gestion d'écart de conduite, parfois on a des petites réactions, on a envie, on se sent un petit peu poussé à bout et c'est tout à fait normal. Par contre, ce qu'on demande, c'est de changer notre perspective un petit peu et d'aller identifier qu'est-ce que l'élève a besoin. L'élève a sûrement besoin de garder le lien, a besoin de sentir que peu importe ce qu'il va faire,
vous serez encore là pour l'aider, mais il a aussi besoin de savoir ce qu'on attend de lui. Quand on parle d'écart de conduite, on se pose la question, est-ce que l'élève sait ce qu'il a à faire? Chaque élève doit apprendre quelles sont les attentes comportementales. C'est important de savoir que ce n'est pas tous les élèves qui vont apprendre au même rythme. Il y a plein de facteurs qui peuvent entrer comme facteurs atténuants pour rendre un petit peu plus difficile l'apprentissage des attentes comportementales. Par exemple, si un élève vient d'un autre pays, vient d'une autre école, n'a jamais été à l'école de sa vie ou a des troubles d'apprentissage ou d'adaptation, c'est à ce moment-là que le lien est particulièrement important. Puis en maintenant le lien, on est capable d'aider l'élève à réapprendre le comportement qu'on attend de lui et d'intervenir. L'autre chose qu'on a aussi étudié, c'est si le nombre élevé de RDP emmenait à des services au sein de notre conseil. Alors, une des difficultés qu'on a constatées immédiatement, c'est qu'on n'a pas de prise de données pour les services qui sont refusés par les familles. Alors, on ne peut pas vraiment indiquer si oui ou non on a offert des services et que la famille a décidé de ne pas les recevoir. Par contre, on voit qu'effectivement, ces élèves-là, il y a une certaine amélioration une fois que les services sont offerts à ces enfants. Entre autres, ce qu'il y avait de plus flagrant, c'était les élèves avec des problèmes d'orthophonie. Donc, dès que le service avait été offert, on voyait que le nombre de RDP diminuait immédiatement. Pour d'autres, ça a pris un peu plus de temps. Certaines problématiques sont plus difficiles à identifier. Donc, ces élèves-là se retrouvent à avoir un grand nombre de RDP à travers les 3 ou 4 années de scolarité. Et c'est là qu'on se penche sur la question de quelle perception a l'enfant par rapport à son éducation quand elle est toujours soulignée par un grand nombre de RDP. Alors, comment est-ce que cet enfant-là se perçoit dans le milieu scolaire? Comment est-ce qu'il perçoit sa capacité de réussir dans son éducation? Et comment est-ce que ceci affecte sa motivation? Donc, c'est des questions sur lesquelles on se penche et des réponses qu'on va devoir essayer d'élaborer pour s'assurer que ces enfants-là puissent avoir une meilleure perspective d'eux-mêmes, malgré les difficultés qu'ils ont au départ, et qu'on puisse reconnaître que leurs comportements sont des choses pour lesquelles ils ont besoin de soutien, que ça fait partie de leur apprentissage. Ils ne font pas juste un apprentissage académique, mais aussi un apprentissage social. Et en tant que travailleuse sociale, c'est le rôle que moi et mes collègues on joue, à s'assurer que ces enfants-là trouvent des moyens pour améliorer leur habileté sociale, leur gestion des émotions, leur gestion de la colère, de façon à ce qu'ils puissent s'intégrer dans leur milieu, être heureux, se sentir bien accueillis, mais aussi réussir académiquement, puisque c'est l'objectif primaire. Si on veut vraiment être ou traiter les élèves de façon équitable, ça ne veut pas nécessairement dire qu'on est égal envers tout le monde. Si on tient en compte les vulnérabilités de ces élèves-là et les besoins de ces élèves-là, là, à ce moment-là, on est capable de vraiment installer, en donnant les adaptations nécessaires, en offrant du support supplémentaire pour ces élèves-là qui sont vulnérables. Là, à ce moment-là, on crée vraiment une atmosphère qui est beaucoup plus équitable, qui est beaucoup plus juste pour tous les élèves. Et ça installe un milieu beaucoup plus sécuritaire, beaucoup plus propice à l'apprentissage pour tous les élèves. À cause ces élèves-là se voient justement que leurs besoins sont satisfaits par les interventions qu'on va avoir, qui prend en compte justement ces vulnérabilités-là. C'est une fois qu'on aurait créé des liens, puis la façon de créer des liens, c'est très important aussi, c'est qu'il y a 2 choses que l'élève veut, en fait, lorsqu'il rentre dans notre salle de classe ou lorsqu'il nous voit comme enseignant. C'est premièrement que l'enseignant nous connaisse. Donc, il veut absolument que l'enseignant connaisse ses besoins, ses intérêts, et tout ça. Et non seulement ça, mais il veut aussi que l'enseignant lui offre un peu la sécurité également. Donc ça peut être la sécurité au niveau physique, mais aussi la sécurité émotionnelle.
il y a plein de façons qu'on peut faire ça, qu'on peut créer un lien de confiance avec nos élèves. On peut le faire avec un adulte, mais on peut le faire avec une équipe. On parle des fois de village d'attachement parce que des fois, c'est ce que ça prend pour ancrer un élève dans son école, qu'il soit fier, qu'il puisse shiner ou se valoriser dans son école. Quand on le retire, quand on fait une suspension, bien souvent, il faut vraiment travailler de la base et puis souvent démoli. Puis on doit travailler avec les derniers comportements qu'il y a eu. C'est un petit peu difficile des fois à réparer. L'élève, quand il est suspendu aussi, il est face à sa détresse, il est isolé. Donc, au niveau du suicide, au niveau du risque, la santé mentale, c'est souvent quelque chose qui est pas favorable. Oui, on va les visiter, le programme ESSOR, il y a des services, mais c'est pas sur une base régulière, il appartient plus à un cercle, il appartient plus à l'école. Et c'est pas parce qu'on est attaché à un enfant ou c'est pas parce qu'un enfant a une connexion avec nous qu'il va pas mal se comporter. Je veux dire, il va y avoir des moments où l'enfant n'aura pas nécessairement un bon comportement. Ce qui va être vraiment important, si on se place dans le modèle de l'attachement, c'est qu'il ne faut pas que l'enfant sente que parce qu'il a mal agi, que ça met à risque le lien qu'on a avec l'enfant. Parce que faites juste vous imaginer que si c'est le lien d'attachement qui est un peu le véhicule du changement, si l'enfant sent que parce qu'il a mal agi, vous lui retirez votre engagement, que vous, à ce moment-là, que ça met à risque la connexion que vous avez avec, c'est à peu près certain que le comportement risque à ce moment-là de juste s'aggraver. Parce que en dehors de la relation sécuritaire que vous auriez avec l'enfant, il n'y aurait plus autant de raisons de travailler à vouloir s'améliorer. Et c'est pas parce que nous, on a un attachement à l'enfant qu'on va accepter qu'il se comporte de n'importe quelle façon. Au contraire. Mais ça va être dans la façon qu'on va communiquer à l'enfant que on est OK. Toi et moi, on est OK. Notre relation n'est pas compromise par ce que tu as fait. Par contre, il va falloir qu'on travaille ensemble, toi et moi, à trouver des façons, des solutions pour régler ce problème-là, parce que ça, on ne peut pas l'accepter. Et c'est là, je pense, que le RDP devrait prendre son sens. Ça veut dire qu'on devrait annoter ce qui est arrivé, c'était quoi les antécédents, qu'est-ce qui est arrivé juste avant, puis aussi essayer d'identifier des pistes de solutions, des avenues de discussion. Ça doit être une expérience éducative, le RDP. Ça veut dire, une fois qu'on a dit à l'enfant, tu sais, fais-toi-en pas, toi puis moi, on est OK. Mais tu comprends que ça, moi, je peux pas accepter ça parce que I care about you, puis je peux pas accepter que tu te comportes comme ça. Ça veut dire que toi et moi, on a du travail à faire, à trouver une façon, une solution à ce problème-là. Et là, le RDP pourrait annoter les éléments importants qui vont te permettre ensuite de pouvoir revenir à une discussion avec l'enfant. C'est comme une base d'information qui va te permettre d'entrer en discussion avec l'enfant sur les solutions à identifier pour arriver à peut-être régler la situation. Très important, en fait, c'était de documenter non seulement ce que l'élève avait fait, mais ce que moi j'ai fait en tant que tel aussi. Donc, c'était quoi les suivis que moi j'ai fait avec l'élève, comment j'ai communiqué, donc le comportement avec l'élève. C'était très important de garder ça en tête à cause, c'est vrai que c'est vraiment progressif, c'est vraiment une continuité là-dedans, ça ne termine pas juste avec le rapport. Faut que ça continue dans le sens que aussi on a notre part aussi à jouer là-dedans, dans le sens qu'on doit faire nos suivis et on doit faire communiquer ceci avec l'élève. Sinon, ça tombe un peu à l'eau, les interventions qu'on aurait faites avec l'élève.
a fait une enquête sur la relation entre l'identité des étudiants et l'attribution des RDP. Alors, une des façons qu'on a décidé d'étudier la question était de se pencher sur les élèves qui, en maternelle jardin, avaient reçu plus de 20 RDP dans une même année scolaire. Et plus spécifiquement, on a ciblé des élèves qui étaient en maternelle jardin il y a 3-4 ans pour qu'on puisse voir leur cheminement à travers les années, quitte à voir si le grand nombre de RDP a débouché vers des services. Et du même coup, parce qu'on parle d'équité et d'inclusion, on a voulu regarder l'identité de ces élèves-là et voir s'il y a une corrélation entre l'identité de l'élève et le nombre de RDP qui sont attribués. Alors, quand on parle d'identité de l'élève, ce qu'on veut dire par là, c'est la race, le genre, la religion, l'identité ethnique, le statut socio-économique. Et en faisant les entrevues auprès des parents, ce qu'on a entendu, c'est qu'il y avait un thème qui était constant, qui était celui du bris du lien d'attachement. Alors là, on parle d'adoption, séparation, divorce, immigration. Et pour certains, en fait, rentrer à l'école, c'était leur premier détachement de la famille. Et quand il y a une différence de culture entre la famille et l'école, on parle encore d'un bris, d'un lien d'attachement que l'enfant a vécu. Alors, ces trois facteurs-là, ils sont ressortis comme étant les plus importants chez nos jeunes qui recevaient un grand nombre de RDP. L'intention de l'enfant, parce qu'il y a le comportement de l'enfant, mais il y a son intention. Puis, je crois qu'on ne peut pas dissocier les deux. L'enfant TDAH part le matin, puis promet à sa mère qu'il va être un bon garçon, puis il est absolument sincère. Mais 10 minutes après qu'il est arrivé à l'école, il s'est déjà mis dans le trouble. Est-ce qu'il avait l'intention de se mettre dans le trouble? Non. Est-ce qu'il s'est mis dans le trouble? Oui. Est-ce que c'était totalement du ressort de son contrôle? Probablement pas. Alors, en quelque part, il y a ce que l'enfant a fait, mais est-ce qu'on pourrait annoter aussi dans le RDP quelle était l'intention de l'enfant? C'est très, très douloureux pour un enfant de sentir qu'on doute de son intention. Alors, tu sais, si en quelque part, c'est quelque chose qu'on peut inclure, c'est aussi une bonne chose. On a des élèves qui vont consommer plus quand ils vont être retirés, quand ils vont être suspendus, qui vont décrocher plus, qui vont s'allier plus avec des personnes encore plus négatives pour plein de raisons. Donc, d'où l'intérêt de les garder à l'école de façon solide, de les garder à l'école avec des gens qui care, des gens qui les aiment, des gens qui veulent les voir grandir et s'épanouir. Quand la suspension arrive, souvent l'élève va avoir des sentiments de rejet, de ne plus appartenir à leur école, d'avoir l'impression d'être un raté. C'est pas nécessairement positif. Il est retiré de l'école, donc déjà là, les sentiments des fois de stress ou de violence peuvent être augmentés quand il est retiré, qu'il est isolé. On voit des fois des élèves qui sont suspendus à des périodes plus long terme, qui ont plus ce sentiment-là d'appartenance à leur école, ils vont décrocher, des fois, il y a des élèves qui sont laissés plus à eux-mêmes à la maison. Les parents ne sont pas là. C'est une suspension, donc souvent les parents sont dépourvus aussi de quoi faire avec. Mon rôle un petit peu avec eux, c'est de regarder, c'est sûr, le processus du avant qui soit suspendu, ses besoins, qu'est-ce qui a contribué à être amené là. C'est sûr qu'il y a un volet académique qui est regardé dans le programme ESSOR, mais il y a le volet psychosocial. Puis souvent, on va faire un partenariat avec d'autres services pour faire en sorte qu'ils puissent grandir là-dedans. Mais c'est sûr que du point de vue scolaire, tu sais, c'est important de s'intéresser à ton élève. Quand ça commence à pas bien aller, quand il y a des petits drapeaux rouges, c'est important de porter attention à ça. L'enseignant le connaît, son élève. Il y a des processus, il y a des façons de référer, d'aller chercher de l'aide avant qu'on se rende là. Je pense que la suspension devrait plus être quelque chose vraiment à dernier recours, mais avant, il y a vraiment quelque chose qu'il faut regarder comme ça, pencher comme adulte. On peut parler de lien de confiance aussi. Si l'élève ne se sent pas valorisé dans son école, dans sa classe, avec ses pairs, c'est difficile pour lui de bien s'intégrer, de bien fonctionner.
Donc, la collecte de données par le RDP peut être intéressante et importante si l'élève devrait savoir ce qu'il a à faire, mais si l'élève n'a pas encore fait ce processus-là de savoir ce qui est attendu de lui et de comprendre les conséquences de ses gestes, il n'est pas toujours nécessaire de remplir un RDP. Ce qu'on constate aussi en tant que coach climat, c'est que les écarts de conduite se passent beaucoup plus avec les gens qui n'ont pas de lien. Par exemple, les surveillants du dîner, les remplaçants, etc. Des bons trucs à utiliser à ce moment-là, c'est d'aller créer le lien, nous, en tant qu'adultes important pour l'élève, si on est son enseignant, ou avec le TES de l'école, c'est d'aller créer le lien avec cet adulte-là pour un autre adulte. On appelle ça un petit peu jouer au Cupidon avec nos élèves. Donc, on va parler avec l'adulte qui est nouveau. Et puis, on montre à l'enfant qu'on lui fait confiance. On montre à l'enfant qu'on lui fait confiance en, par exemple, parlant avec l'adulte, souriant, hochant de la tête. On peut lui raconter une petite anecdote. « Ah, je te présente monsieur et madame qui va remplacer aujourd'hui. Il paraît que sa couleur préférée, c'est le rouge, comme moi ou comme toi. » Alors, on va créer vraiment ce lien-là d'attachement. On peut travailler avec les parents aussi, surtout avec les petits, mais moi je donne ce truc-là jusqu'en 4e année facilement. On peut demander aux élèves avec qui c'est plus difficile de créer un lien, d'apporter quelque chose de la maison. Ça peut être juste une photo, ça peut être un petit mot des parents, ça peut être une photo de ce qui se passe à la maison ou un objet spécial. Et puis quand on voit qu'on est en train de perdre cet élève-là, qui se désengage du travail, qui est moins intéressé, on l'envoie lui créer son lien d'attachement, aller faire peut-être un bisou à maman quand ils sont petits, mais juste peut-être aller tenir son objet s'ils sont plus grands, pour ensuite revenir au travail. Dans le fond, on maintient le lien. Quand on parle d'une approche développementale, ce dont on parle vraiment, c'est de faire un pont. Donc, on veut créer le pont avec la prochaine intervention, on veut créer le pont avec la prochaine personne, on veut créer le pont d'un écart de conduite à quand ça va aller bien. On y va vraiment avec une approche développementale.